Bonjour, bienvenue à l'émission L'Artiste Entrepreneur. Aujourd'hui, on rencontre Michel Thibert, photographe aventurier, un réel globe-trotteur. Titulaire de 2 maîtrises en sciences et d'une licence de pilote de ligne, il capte l'essence des lieux méconnus et retirés. Il a été pilote au Nunavut pendant 8 ans, avec plus de 5000 heures de vol seul dans l'Arctique. Lors de ses escales, il a créé l'une des plus importantes collections composées de vues aériennes du Nunavut. Venez avec moi à sa rencontre. Bonjour Michel Thibert. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton studio ici sur la côte de Beaupré. Ce qui est intéressant, c'est que tu es un photographe aventurier, globe-trotteur. Pourquoi? Le globe-trotteur est tout à fait approprié, mais mon avantage à moi, c'est que je suis pilote. En étant pilote pour une grande organisation, ça me permet de concevoir toutes mes œuvres, non pas sur une base locale ou une base régionale ou nationale, mais sur une base internationale. Donc, mon imagination a beaucoup plus d'espace pour se mettre en veille. Et tu te promènes partout sur le globe, c'est-à-dire que tu vas autant dans des lieux qui sont quasi secrets, quasi justement inconnus, méconnus. Oui, j'ai eu la chance de travailler pour un employeur qui m'a aidé dès le début de mon aventure en tant qu'artiste. Et je couvrais à ce moment-là pendant 8 ans le Nunavut, qui est donc tout l'Arctique canadien, et surtout le Haut-Nunavut. Donc, j'avais l'occasion de prendre tous les vols qui étaient de durée de quelques jours dans des endroits tout à fait inusités comme Grise Fjord, Pond Inlet, Clyde River et tout ça. Donc, ça m'a permis d'avoir accès à des endroits, d'y passer beaucoup de temps, donc d'être capable de saisir, d'avoir des occasions que les autres n'ont pas. Puis justement, tu as bâti toute une collection de photographies. Oui. Qui se compose de combien de photos? Qui se compose d'environ... il y a 2 natures de photos, si on peut le dire. Il y a des photos qui sont plus des banques d'images, donc qui ont une intention plus descriptive. La photo est conçue et saisie dans cette intention-là. Il y a d'autres photographies qu'on appelle fine art, dont l'intention est d'être, avec un certain nombre de critères, d'être un autre marché, totalement un autre marché. Donc, il y a plus de la recherche et création. Exactement, à ce niveau-là. Plus de recherche, plus de finesse, plus de temps, plus de coûts après ça qui sont investis de ma part pour être capable de faire l'édition numérique ou autre et tout ça, qui sont imprimés sur des papiers qui sont différents. Donc, il y a des choix de combinaisons qui se font. Tandis que normalement, une photo qu'on vend en banque d'images, on n'a pas beaucoup d'argent. Pour ça, on a entre 2 à 200 $ si on vend en US. Et donc, à ce moment-là, il est rarement imprimé. Est-ce que, justement, tes photographies, tu les imprimes selon la demande du client? Comment tu fonctionnes? Il y a 2 considérations à ce niveau-là. La première considération, c'est tout dépendant de la taille de l'image et tout dépendant de l'intention du client. Si le client me dit « je voudrais être capable de décorer l'ensemble de mon concessionnaire automobile », donc à ce moment-là, on va lui suggérer un papier qui va être plus résistant parce qu'il y a quelqu'un qui risque de mettre quelque chose pour le nettoyer. C'est un lieu public. C'est un lieu public. Si quelqu'un me dit « moi, je vais être chez moi » et il a toujours dans sa tête absolument mettre ça sur les fameuses toiles d'artistes, là, on va lui suggérer si ça convient de le mettre sur une toile ou non. Et après ça, il y aura un autre segment où on a un collectionneur qui lui va dire « ben écoute, chez moi, il y a des photos dans ta collection qui me plaisent, mais j'aimerais que mon cadre soit d'une telle couleur ou avec une telle genre de texture. » Donc, à ce moment-là, on livre au client ce qu'il veut. Et toujours là, avec une très, très grande spécificité de dire quelle est l'intention de cette photo-là au départ. Est-ce que c'est une intention de banque d'images ou c'est une intention d'une vente dite dans le marché du fine art? Et justement, au niveau du fine art, tu fais de la recherche-création. On te décrit comme un photographe qui fait de la photographie de luxe de grand format. Est-ce que tes photos, ils se retrouvent justement dans des collections? Est-ce qu'il y a des musées? À quel endroit on peut voir tes œuvres? En ce moment, si vous êtes au Mexique, dans le musée du Mexique, en ce moment, il y a des photos qui sont là-bas. Toutes les collections que l'on a sont vendues principalement à des collectionneurs privés qui me disent « j'en ai une, j'en veux plusieurs ». Ça, c'est le bastion. On a des collections aussi, des gens qui nous disent « je voudrais que tu nommes une collection à mon nom ». À ce moment-là, il y a des discussions qui s'entreprennent avec cette entreprise-là ou avec ce collectionneur-là. Puis, il me dit « je voudrais une commande ». J'ai déjà eu quelqu'un qui me dit « écoute, peux-tu aller à Las Vegas? Je voudrais avoir une photo qui représente ce que je vis là-bas.
Je dis, écoute, dans Las Vegas, il y a énormément de photographes qui ont couvert ce sujet-là. Je suis allé, puis je suis revenu, puis c'était pour sa salle de pool, de billard. Donc, il y a des gens qui me donnent des commandes très particulières. Il y a des gens qui me suivent parce que c'est à cause du lieu. Les gens qui travaillent ou qui vivent au Nunavut ou qui font partie du gouvernement du Nunavut, à ce moment-là, ils se sont servis de mes œuvres à titre pour illustrer un peu la mère nature là-bas. Donc, justement, tes photographies, au niveau de tes sujets, tu parlais de la nature, tu parlais du Grand Nord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ADN, de tes photographies, justement? Oui, bien, je me suis aperçu très rapidement, ça a pris environ 4-5 ans pour évoluer dans le processus de réflexion là-dessus et les lectures que j'ai faites, que les gens, on est bien souvent lorsqu'on est en nature. Il doit y avoir des raisons. Donc, il y a un lien qui se passe entre l'humain et la nature. Fait que là, je me suis dit, quelles sont les caractéristiques dans cette nature-là? Parce que la nature au Nunavut n'est pas la nature en Thaïlande, n'est pas la même qu'on va avoir dans une forêt du côté de Seattle, dans les forêts humides dites tempérées. Donc, selon le type de nature, les gens vont y rechercher des éléments différents. Une de mes plus grandes propositions de recherche en ce moment, c'est d'être capable de capturer quels sont les éléments distinctifs de chacune de ces natures-là, de les saisir techniquement avec la caméra, une caméra technique, qui a des caractéristiques différentes des caméras qu'on revoit actuellement sur le marché, et de les assembler dans une très, très grande vue, ce qui va permettre des impressions, on pourrait dire de 60 pouces de haut, de 44 à 60 pouces de haut sur, mettons, 10 à 12 pieds. Donc, ça ne convient pas dans toutes les salles, mais évidemment, on les a en plus petit format. Et après ça, d'avoir 4 scènes. Pas 4 scènes prises avec une caméra en plein centre, mais 4 scènes de nature qui sont complémentaires pour une même type de vue. Ce qui va créer une œuvre. Ce qui va créer une œuvre en soi. Donc, avec plusieurs images assemblées ensemble. Exactement. Donc, une œuvre, c'est pas uniquement un seul plan. Ce n'est pas un plan plié en plein centre où est-ce qu'on tourne la caméra, ce qui est relativement simple techniquement. C'est une œuvre qui s'intègre, c'est 4 œuvres qui s'intègrent une dans l'autre et qui se relient dans ce que j'appelle une grande décoration. Puis quand on parle d'ADN, justement, ça a été publié, là, tes recherches, tout ton travail de réflexion a été publié. Oui, actuellement, moi j'ai beaucoup d'associations qui sont manufacturiers. Les manufacturiers, c'est ceux qui nous fournissent le matériel, ceux qui nous vendent le matériel. Lorsqu'on a des bonnes relations avec eux et lorsqu'on utilise bien leurs produits, on choisit leurs produits parce que ça convient à ce qu'on veut en faire. À ce moment-là, on a présentement la compagnie Alpa, qui est un manufacturier suisse, qui est un intégrateur. Donc, Alpa fournit le caisson, si on veut, le frame mécanique de la caméra. Après ça, les compagnies Rodenstock et Schneider m'ont vendu des lentilles. Et après ça, la compagnie Schneider me fait des filtres sur mesure pour moi. Et je suis avec la compagnie Phase One qui est avec un CCD où je peux y mettre aussi de la pellicule pour certains types d'utilisation. C'est super intéressant. On voit que tu es vraiment un artiste entrepreneur, qui a un côté vraiment business. Justement, tout à l'heure, on va en parler plus profondément. D'accord, merci. Bien, ce qui est le fun de travailler avec Michel, c'est que justement, c'est toujours essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de présenter ses œuvres. Michel arrive toujours avec des idées qui sortent de l'ordinaire, puis on doit composer avec ça. Ça nous oblige à ouvrir nos horizons, puis lui aussi de lui proposer des nouvelles avenues, puis des nouvelles façons de présenter. C'est vraiment une collaboration très, très intéressante pour les deux parties. On a fait plusieurs types d'impressions, que ce soit sur différents types de papier, sur différents types de médias même. On a essayé des nouvelles techniques d'impression avec lui, puis des nouvelles façons aussi de retoucher, de calibrer ses images. C'est vraiment très, très varié. Tous les aspects au niveau de l'image, là, on essaie de collaborer avec lui puis donner un coup de main. Puis même quand ça va au niveau de l'éclairage, au niveau de... nous, vu qu'on touche un petit peu à tous ces différents aspects-là, on essaie de l'aider du mieux qu'on peut. Alors, Michel, on en sait un peu plus justement sur qui tu es en tant que photographe. On va maintenant aborder plus le côté business, entrepreneuriat. Justement, quand tu t'es parti en affaires, est-ce que tu as fait un plan d'affaires? As-tu fait un plan de développement stratégique? C'est quoi ta structure?
De ce côté-là, j'ai enseigné à l'université cet aspect-là d'entrepreneuriat et toute la mécanique qui s'ensuit. Donc, il y a un certain moment, on va dire que c'est un cordonnier mal chaussé. Il n'y a pas eu besoin de plan d'affaires en soi parce que, techniquement, je n'ai pas besoin d'aller chercher un financement extérieur. Donc, j'étais tout autofinancé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça ne m'a pas empêché qu'à un certain moment, il a fallu que je fasse des réflexions. Que je me dise, la business, le monde des affaires de la photographie, ça fonctionne comment? Ça reste rentable de quelle façon exactement? Oui, parce que c'est un défi, là. C'est un défi technique. Les équipements sont excessivement dispendieux. Donc, il y a eu un partenariat qui a commencé avec Patricia Sinclair, qui est en édition numérique. Patricia a été nommée pendant des années comme étant la meilleure éditrice numérique au Québec. Patricia est pas loin d'ici, de la ville de Québec. Donc, à ce moment-là, on a commencé un partenariat avec elle il y a déjà 8 ans. Puis encore ce matin, j'ai reçu encore une photo de elle. Le deal qu'on a ensemble ou l'entente qu'on a ensemble, il est relativement simple. Elle continue à évoluer depuis 8 ans, moi aussi. J'ai dit, tant aussi longtemps que tu vas être meilleur que moi en édition, ben on va continuer à faire affaire. On va avoir un deal ensemble. Deuxième personne qui a influencé, on pourrait dire, comme partenaire d'affaires, c'était Édouard Deblaye, qui est un portraitiste de très haut niveau. Édouard, maintenant, vit au Québec. Il a été pendant un certain temps dans la ville de Québec. Et Édouard me fait découvrir, si on veut, un peu plus loin au niveau de la manipulation des lumières. Ça, c'était donc un deuxième partenaire. On a aussi créé des relations commerciales avec des gens qui vendent les équipements. Les gens qui vendent les équipements représentent des compagnies. Le plus rapidement possible, on s'est adressé directement aux manufacturiers. Je suis passé il y a environ de ça 3 ans du côté de la compagnie Hazelblad. Je me suis déplacé vers la compagnie Phase One qui fournit des senseurs. Et après ça, on a eu une offre qu'on n'a pas pu refuser il y a environ de ça 2 ans. Je suis passé maintenant à une caméra dite technique. Une caméra technique nous permet des manipulations des angles, des lentilles qui sont tout à fait appropriées pour le genre de photos qu'on fait. Et après ça, on a des lentilles dites Rodenstock et Schneider et on a un partenariat qui dure depuis 9 ans avec la compagnie Schneider au niveau des filtres. Les gens de chez Schneider, du côté américain, pas loin des lignes, ont réussi à faire des choses où on demande des filtres sur mesure par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Donc, c'est ces partenariats-là qui sont faits. On a aussi des gens avec Canson Fine Papers qui sont en train présentement de faire une alliance par rapport aux recherches et développements qu'on fait au niveau de l'impression. C'est tout le monde a la capacité d'être capable d'aller voir un imprimeur local puis de dire « je voudrais que tu imprimes sur un papier haut de gamme ou un papier ayant certaines caractéristiques ». Nous, on est en train de dépasser ça. On est en train de développer avec un manufacturier 2 méthodes tout à fait distinctes qui vont nous permettre d'avoir un avantage. Lorsque les gens vont acheter nos œuvres, chacune des œuvres va être distincte, ne sera pas une copie de l'autre. Donc, il va y avoir une personnalisation, quelque chose qui va se rapprocher au niveau de la peinture. Donc, des œuvres uniques. Des œuvres uniques. Des œuvres uniques. Donc, les 4 œuvres sont déjà uniques en soi. Mais en plus, l'impression, la qualité, la présentation va être unique. Donc, tu vas avoir le numéro 22 ou le numéro 3. Ce ne sera pas comme le numéro 18 ou le numéro 2. Un autre élément, au cours de l'an dernier, j'étais, pas exhibé, mais j'étais exposant, merci, j'ai encore de la gueule dans ma tête. Donc, j'étais exposant du côté de Paris Photo et on a fait une alliance avec les gens de chez Broncolor. Broncolor, ce sont la meilleure compagnie de flash de la planète. Puis là, ils m'ont fait une offre. C'était tout à fait avantageux. On a été chercher justement les flashs, justement un des avantages que j'ai été capable de me déplacer rapidement. Et on a dernièrement augmenté la quantité des flashs qu'on a. Mettons, on a 3 flashs. C'est plaisant, 3 flashs, mais ça veut dire aussi maintenant qu'on se déplace avec environ 150 livres de matériel dans 4 caissons. Je m'en vais au Népal le 24 du mois pendant 5 semaines, ça veut dire 4 porteurs. Donc, la technologie alentour de l'œuvre, l'impression alentour de l'œuvre, l'intention d'avoir une recherche d'ADN, c'est tout regroupé dans différentes collections. Chacune des collections a une intention et répond à 7 questions. Donc, il y a une recherche qui est faite. Pourquoi faire qu'on veut être dans tel genre de business ou tel genre d'orientation artistique? Et après ça, il y a des technologies qui sont associées avec chacune des collections. Et on pourrait dire que c'est quand même très exigeant de livrer des photographies de grand format de niveau international. Oui. Par rapport à ce que ça te demande en investissement, en temps, en ressources. Ouais. Pendant des années, j'ai été comme l'un des excellents photographes chez Terra Quantum, qui est un site de prestige au niveau international, qui est français. Puis je jasais justement avec le propriétaire de ce site-là, et on disait, parce que cette personne-là revend une partie de nos œuvres qu'elle imprime du côté de l'Europe,
Puis certains de ces photographes ont fait de très, très belles choses. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Toutefois, la limite technique de leur senseur à l'arrière ou de la pellicule qu'ils ont utilisée ne permet pas de faire le genre d'œuvre dans les tailles que je fais. Donc, l'équipement en soi, c'est un avantage concurrentiel pour moi, mais c'est aussi une limite technique énorme. Dernièrement, je vous jasais que j'étais du côté de Maui. Il y a un de mes flashs qui, à cause qu'un camion a passé et qu'il y avait un gros parapluie, bien, le flash a tombé à terre à cause du coup de vent. À certains moments, bien, il a commencé à pleuvoir. Il a fallu réabrier le matériel. Donc, il y a des considérations techniques où est-ce qu'à ce moment-là, ça nous limite. Mais lorsqu'on a une vision en tête, lorsqu'on veut livrer un produit de classe internationale, il y a des équipements qui sont nécessaires, qu'il faut aller jusque-là. On peut dire c'est mon code d'outil. On peut dire que, dans le fond, ça te demande de développer des compétences entrepreneuriales, la capacité d'adaptation, justement, développer son réseau, de développer des partenariats. Exactement. Exact. Ouais. Tu parlais tout le temps, nous. C'est qui ça, nous? C'est qui ton équipe? Aussi, on a parlé de Patricia Sinclair, on a parlé d'Édouard Deblaye, qui est un peu mon mentor. Il y a aussi 2 artistes peintres qui veulent rester secrets au niveau de leur nom, de leur diffusion, qui m'aident au niveau de la conception de mes compositions et aussi de la texture que je vais donner à certaines de mes impressions. Il y a une historienne de l'art. Il y a une historienne de l'art. Il y a Roxane aussi qui travaille avec nous, qui est dans ce groupe-là. On a aussi René Derry, qui a 30 ans de métier en graphisme, qui s'occupe de toute mon image corporative, qui s'occupe de mon site web. Il y a Charles Lambert-Slide qui s'occupe de ma mise en marché. Donc, il y a quelqu'un qui est sur la vente, il y a quelqu'un qui répond aux commandes, il y a quelqu'un qui me dit des choses comme ça. Puis en ce moment, on est avec M. Kedel, avec André, qui est ici à Québec. C'est pas parce qu'il est à Québec que je l'ai pris, parce qu'on a travaillé aussi avec des gens de Boston, on a travaillé avec des gens de l'Ontario, de Toronto, on a travaillé avec des gens de Montréal. Avec André, on a une très belle complicité, tant au niveau technique, il m'aide au niveau, à certains moments, de mes prises de vue en portrait, puis il m'aide, c'est aussi mon imprimeur. C'est celui qui imprime selon mes critères à moi et autres, tout ça. Alors, tu es clairement un artiste, qu'on peut dire entrepreneur, qui est en affaires. C'est super intéressant de t'écouter. Puis justement, tantôt, on va parler de tes objectifs et ta vision d'avenir. Merci. Ce que je fais pour Michel, c'est assez varié. Je suis un petit peu multifonctionnel, donc autant pour la mise en marché des produits des œuvres de Michel, le branding, l'approche avec laquelle on va le faire, que pour des fois du matériel imprimé qu'il doit utiliser quand il va dans des gros trade shows de photographie comme Paris Photo dernièrement. Je travaille avec Michel aussi au niveau de l'élaboration de certaines collections, pas de toute la gang, mais certaines collections comme Nature en pleurs, une de ses dernières. Donc, c'est un petit peu d'élaborer avec lui quel va être le style qu'on va pouvoir reconnaître dans chacune de ces images-là. Essentiellement, c'est la nature qui pleure. Donc, il a fallu définir un petit peu, ça va être quoi les liquides, ça va être comment on va les appliquer, ça va être sur quel type de photo, sur quel média, etc. Bon, c'est un travail ongoing, c'est un travail de création, finalement, collaborative. Mais par la suite, je dois l'aider à mettre ça en marché. Donc, de trouver les bons mots, de trouver le bon langage pour expliquer cette collection-là. Michel est excellent pour donner toutes les idées, etc. C'est une machine à idées. Mais c'est ça, des fois, il faut un petit peu recadrer les choses sans jeu de mots. Fait que je l'aide un petit peu là-dedans aussi, en même temps. En plus que de certaines retouches, en plus du maintien de son site Internet, de l'aider à ce qu'il puisse lui-même aussi le mettre à jour, avec des outils hyper performants qui permettent de réagir très rapidement. Tu sais, des fois, même si c'est de l'art, tu sais, il y a de la compétition dans ces choses-là, fait que il faut qu'il soit en mesure de pouvoir réagir sans... On va dire réagir à ses compétiteurs. C'est pas nécessairement on n'a peut-être pas de compétition là, comme artiste, là, mais de réagir, de bien se positionner, etc. De voir quand il y a une nouvelle tendance, comment on se réagit, comment on réagit à ça, etc.
Alors, Michel, on en sait maintenant un peu plus sur justement ton procédé de création, sur tout ton travail que tu fais, le travail qui est fait en arrière, justement, des photographies qu'on voit, de tout, justement, ton développement des affaires aussi. Et j'aimerais qu'on parle, en fait, de ce qui s'en vient pour toi, de tes objectifs, de ta vision. Qu'est-ce que tu veux travailler? Dans le site web que j'ai actuellement, on décrit bien les différentes phases par lesquelles le groupe va passer au travers. C'est-à-dire qu'on a commencé d'une phase où on était des juniors, on a essayé de ressaisir ça. Il y a 35 ans, c'était mon métier à temps plein. Bien, maintenant, ça ne l'a pas été pendant une trentaine d'années. Puis là, maintenant, c'est mon métier quasi à temps plein. Donc, il y a eu des phases où on a recommencé à saisir un peu comment fonctionnait le numérique. On a transféré nos connaissances. Là, après ça, on était dans une phase un peu plus descriptive, où est-ce qu'on était au Nunavut. Je photographiais beaucoup au Nunavut avec beaucoup de scènes aériennes. Après ça, on a commencé à être plus dans le dos des paysages. On a commencé à être plus évocateur dans nos scènes. Puis là, maintenant, on a ce qu'on a mentionné en début de rencontre, qu'on s'en a échangé là-dessus, au niveau de l'ADN. Donc, dans l'ADN, il y a une recherche qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, de saisir plus qu'est-ce qui caractérise. Là, ce que je décrivais à PhotoFest, qui est un moment d'évaluation à Houston au talent 2016, j'ai présenté à ce moment-là mon portfolio du Nunavut. J'ai qualifié tout ce que j'avais vécu comme émotion. Les émotions, en fait, on les sent. Les émotions génèrent aussi des ambiances qui étaient décrites à travers, on espérait être capable de les partager dans nos photos. Et là, après ça, on a commencé donc à sentir que l'ambiance était un élément qui était important chez l'humain. Donc, on retente de recréer des ambiances. Une ambiance d'humidité, une ambiance de proximité, une ambiance de chaleur. Donc, il y a certaines ambiances qui ont été choisies par le groupe qu'on tente d'illustrer. Donc, tu es allé vraiment décortiquer les scènes, décortiquer ce que tu vois, les environnements, pour être capable de comprendre. Mais on va plus loin. Maintenant, on se dit, lorsqu'on va dans un shooting, on appelle ça un shooting ou une séance, je m'en vais 5 semaines au Népal, puis j'en vais 4 semaines du côté là, des États-Unis, puis je m'en vais en Thaïlande, dans ces pays-là, pour un autre 4 semaines cette année. Lorsqu'on s'en va là, c'est pour remplir une commande interne. Donc, on se dit, dans notre collection de roches et racines ou encore Mère Nature avec des larmes de couleur, qu'est-ce qui manque dedans? Puis qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? Donc, il y a eu du pré-repérage qui s'est fait à travers le web. Après ça, on arrive sur place, on est avec des guides experts qui nous amènent où on veut aller et non pas où les touristes vont. Si les touristes arrivent là à 7 h le matin, je suis plus là. Moi, je suis rentré là à 5 h le matin puis je suis là en fin de journée. Je suis là dans les moments où est-ce que ça convient. J'ai souvent dit à des guides, je vais être à tel point sur la rivière Mekong à 10h10. Là, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il faut que je sois là à 10h10 parce que l'éclairage est là à 10h10. Donc, il y a des repérages techniques, il y a des repérages, si on veut, sensitifs, il y a des intentions d'ambiance et tout ça, ça se retrouve dans les collections qu'on offre présentement et c'est là qu'on s'en va. Et comme on l'a mentionné, imprimé maintenant d'une façon qui va être unique chez nous. Et justement, tout ton ADN, puis tout ce qui fait que c'est spécifique à ton travail, tu nous disais tantôt que tu voulais pousser un peu plus loin au niveau de la création pour toi. Oui, bien, c'est évident que lorsqu'on marche à fond perdu, ou est-ce qu'on fait un profit, quelques profits sur quelques ventes de photographies. Oui, parce que tu réinvestis tout. Moi, je réinvestis. Une grande partie de mon salaire, bon, je paye les loyers, je paye ma maison et autres, et tout ça, mais le restant, c'est investi soit en équipement, soit en transport. Il y a 20 000 $ de transit par année, là, où est-ce qu'on est un peu partout. Là. Vivre aux États-Unis ou aller à Maui ou aller dans un endroit pour faire uniquement un seul arbre, c'est particulier. Transporter 150 livres d'équipement... avec des porteurs. Avec des porteurs ou encore dans une compagnie aérienne, c'est particulier. Il faut que ton bagage arrive en même temps que toi. Sinon, tu as un bug technique en partant. Donc, tout cet aspect-là, on tente de le coordonner. Donc, c'est une business en soi, mais c'est une business basée sur ce qu'on pense qui nous fait vibrer, qui va faire vibrer d'autres personnes. Donc, toi et tous tes collaborateurs. Oui, absolument. Parce que à certains moments, maintenant, de moins en moins, par rapport à l'expérience et à tout ça qui j'en ai jasé, la création, ça se fait de moins en moins à vase clos. Il faut comprendre ce que recherchent nos clients. Il faut regarder ce qu'offrent les compétiteurs, parce qu'on peut le voir sur le marché. On voit sur le marché du web. Tes limites à toi aussi. Puis après ça, mes limites à moi. Je veux dire... Tu n'es pas capable de faire tout. C'est pour ça que tu t'entoures, justement, comme tu parlais tantôt. De faire, admettons, 12 000 $ de contrat en édition et numérique par année, ce n'est pas une dépense. C'est quelqu'un qui est plus compétent que moi pour être capable de faire quelque chose que soit que je ne suis pas capable de faire aussi bien qu'elle, ou quelque chose que je n'ai pas le temps de le faire. Parce qu'il faut que je sois en train de faire de la photographie dans un des endroits qui a été choisi cette année. Donc, c'est tout ça qu'il faut coordonner.
Et justement, tu disais tantôt que tu voulais te concentrer un peu plus sur la recherche, puis vraiment la création. Oui, l'aspect qui est difficile, exemple, dans une des techniques qu'on a pour l'impression, on en a fait un certain nombre. Ils ont été vendus à des clients, puis il y a eu des bugs techniques. Okay. Donc, on a repris les 4 œuvres qu'on a vendues, on les a remplacées par d'autres œuvres à nos frais, évidemment. Puis là, après ça, on a 4 œuvres qui sont techniquement, ils ne marchent pas. Il y a des problèmes techniques après un certain temps. Parce que souvent, les œuvres ce qu'on les vend chez les clients, là, ils sortent du laboratoire, là, ils sortent de l'imprimeur. Ils ne sont plus dans des conditions optimales de température. Ils sont au soleil, sont dans une pièce où il n'y a plus d'humidité. La personne vient s'acheter une maison neuve, il y a un paquet d'humidité là-dedans. Le papier réagit différemment. Donc, il y a des considérations qu'on apprend un bout de notre métier là-dessus. Là. Donc, tu fais de la recherche et du développement constamment. Oui. Pour dépasser les limites. Pour avoir un produit qui n'est pas offert par les compétiteurs dans une classe mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez moi. Lorsque j'étais à Paris Photo, j'ai rencontré des galéristes, puis je regardais ce qui était à faire, je regardais le niveau qui s'est rendu quand on veut vendre un œuvre à coût de milliers de dollars. Mais là, à ce moment-là, il y a un niveau de qualité qui est requis. On achète une montre à 5 000 on s'attend à ce qu'elle soit belle. On achète un iPhone à 600 on s'attend à ce qu'il soit bien packagé. On s'attend à ce qu'il soit beau, bien emballé. Je pense que lorsqu'on achète une œuvre photographique, c'est la même chose. Oui, exact. Est-ce que, justement, tu travailles un petit peu avec les musées? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites développer, les musées, les collections? Oui, il y a des gens du Musée canadien qui ont acheté nos œuvres, qu'on nous a mis dans un compendium de photographie de l'Arctique, qui a été après ça représenté du côté là, des gens du Mexique. Bon, ça y est. Je ne vais pas souvent au Mexique, c'est pour ça, mais j'aurais bien voulu y aller ce fois-là. Puis après ça, on a en ce moment des gens de l'Italie. On vient d'être publié dans une revue italienne qui a publié ce qu'on a fait pendant des années. Donc, de plus en plus, le réseau s'étend, de plus en plus l'intérêt mondial, où est-ce qu'on parle de moi, on parle des œuvres, on parle de ce que je fais. Là, c'est évident, je suis en train de passer une phase où est-ce que j'ai délaissé le Nunavut. J'y avais accès auparavant. Je vais produire cette année 2 livres. Un livre artistique qui est directement axé sur le Nunavut et un autre, c'est 12 histoires ou 24 histoires. C'est environ 96 pages là, de chaque côté où on va parler des aventures du Nunavut, de ce que j'y ai vécu, humainement, socialement, chimiquement, climatiquement. C'est ça. C'est vraiment passionnant. Écoute, Michel, de t'écouter parler. On pourrait faire des heures et des heures ensemble. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup de ce bref partage de découvertes avec toi sur tes photographies. Les gens peuvent te suivre sur ton site Internet, Michel Thubert, sur Facebook aussi maintenant. Ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de te rencontrer en tant que photographe aventurier. Bien gentil. Merci.